Bien, bonsoir à tous. C'est bien, tout le monde éteint son portable. Merci à vous d'être si nombreux ce soir. Merci, cher public. L'équipe de la médiathèque est ravie de vous accueillir comme chaque mois pour ces rencontres littéraires. Merci au Centre des Arts de nous accueillir. Et merci à Angela Souline, comme chaque fois, de m'accompagner dans ces rencontres. Merci à Simon Bentolila d'animer depuis le début de l'année ces rencontres avec les auteurs. Et merci infiniment, Monsieur Ruffin, d'avoir accepté notre invitation. La ville d'Enghien est ravie de vous accueillir. La preuve en est. Donc, Monsieur Ruffin, quel parcours incroyable, si riche, d'ailleurs et d'ici, au pluriel. Donc, vous êtes un écrivain, diplomate, médecin neurologue à l'origine et membre de l'Académie française depuis 2008. Vous êtes l'un des pionniers du mouvement humanitaire Médecins sans frontières, une organisation dont vous avez été vice-président de 1991 à 1993 et vous avez dirigé plusieurs missions en Afrique de l'Est et en Amérique latine. Entre 1994 et 1996, vous avez été administrateur de la Croix-Rouge. En 1999, vous êtes en poste au Kosovo comme administrateur de l'association Première Urgence. Je ne pourrais pas tout dire, mais vous me direz si... Je vais essayer de dire l'essentiel. De 2002 à 2006, vous prenez la présidence de l'ACF, Action contre la faim, en Éthiopie. Vous avez été ce qu'on peut appeler un French doctor, le docteur qui vole au secours des peuples dans le monde entier, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque, vous allez sans doute nous en parler. Et c'est bien la France, en effet, qui a inventé cette notion de service humanitaire. En 2007, vous êtes nommé ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Vous avez passé plus de 20 ans de votre existence à travailler dans les ONG, au Nicaragua, en Afghanistan, aux Philippines, au Rwanda et dans les Balkans. Et cette expérience de terrain vous a conduit à en examiner le rôle dans des situations de conflit. Je citerai en référence votre premier essai, Le piège humanitaire, qui date déjà de 1986, qui était paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis également votre troisième roman, Sur les causes perdues en 1999. Vous avez également eu d'autres fonctions, celle de maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris de 1991 à 2002, puis à l'Université de Paris 13 et à l'École de guerre où vous dirigiez un séminaire intitulé ONU et maintien de la paix. C'est donc en 2006 que vous vous consacrez davantage à l'écriture et l'on vous inscrit dans la tradition des écrivains diplomates. Votre engagement sans faille sur le terrain, votre exploration du monde comme médecin humanitaire et diplomate ouvre la voie à une écriture qui donne un nouveau souffle au roman historique, pour ne pas dire épique. Ce soir, il est question essentiellement de Aventures heureuses, paru aux éditions Gallimard, collection Quarto en janvier dernier. Vous avez fait paraître après celui-ci, on en parlera sans doute, Simon aussi, un roman, Notre otage à Acapulco, paru chez Flammarion. Aventures heureuses regroupe 4 de vos romans d'aventure et nous offre, je voulais le signaler, une préface de l'écrivain et ami de vous, Sylvain Tesson, qui précise que votre caractéristique si précieuse est de marier l'action et la pensée, évidemment, et la sensation à la réflexion, ce qui, selon lui, est très rare dans le paysage des lettres françaises. Donc ce roman, à la fois historique, politique, offre aussi des récits de voyage qui peuvent aussi s'apparenter à des romans dits d'anticipation. Une œuvre augmentée de documents personnels, inédits et de textes moins connus. Pour les citer tout de même, L'Abyssin, paru en 97, tous chez Gallimard, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman et le prix Méditerranée.
Rouge Brésil en 2001, qui a reçu le prix Goncourt et le Grand Prix de l'Académie de Marine. Le Grand Cœur en 2012 et Le Tour du monde du roi Zibeline en 2017. Vous dites en avant-propos que ces 4 romans réunis offrent une fresque qui, du XVe au XVIIIe siècle, part à la rencontre des civilisations, embarque le lecteur pour un voyage de la Corne de l'Afrique aux côtes du Brésil, de l'île de Chios en Grèce à la Sibérie, en passant par Madagascar et l'Égypte. Vous restituez autant d'étapes de la dramatique collision de l'Europe avec d'autres peuples, d'autres mémoires, d'autres types de pensées. Une longue chronique des malentendus, des occasions manquées, des incompréhensions, dites-vous, qui ont abouti à la situation contemporaine. Mais vos héros, comme vous, partagent une vision solaire de l'existence, une énergie magnifique et un enthousiasme rare. Ce pourquoi nous avons très envie de vous entendre, Monsieur Ruffin. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On part sur 1 heure de propos et puis 2, 3, 4 questions et on vous retrouvera ensuite dans le hall pour la dédicace. Merci à vous tous. Bonne soirée. Alors, dans cet avant-propos dont parlait Françoise, vous commencez par cette phrase que vous avez prononcée ailleurs. « Je n'ai jamais écrit de roman historique ». Pourtant, ces romans donc, qui se passent entre le 15e et le 18e siècle sont un vecteur pour transmettre l'histoire, un peu comme Dumas, à qui on vous compare souvent. Alors, quelle est la frontière entre ce qui est un roman historique et un roman non historique ? Alors, d'abord, merci à tous. Merci à Lavigne Donguin et à vous tous d'être présents ce soir et de m'avoir invité. Et c'est toujours très impressionnant d'entendre raconter sa vie par quelqu'un d'autre parce qu'on a un peu l'impression déjà d'être mort, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu pour cette raison d'ailleurs que je ne veux pas trop parler. M'entendez, ça va ? Oui. Et je ne veux pas trop parler de roman historique parce que la notion d'histoire, si vous voulez, pour moi, laisse entendre qu'on agit ou qu'on s'exprime sur des sujets qui sont des sujets en quelque sorte morts, des sujets qui font référence à un passé lointain qui n'existerait plus. Or, finalement, le propos du romancier, c'est de redonner la vie à ces sujets. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient présents et non plus passés. Moi, quand je raconte ces histoires, quand j'ai écrit ces livres, je n'ai pas un instant pensé que je parlais du passé. J'ai toujours pensé et senti que j'étais dans l'action même de ces livres. Et c'est après, quand j'ai vu ça chez les libraires, les critiques, etc., on vous catalogue, on vous met dans le registre du roman historique. Et j'ai découvert ça finalement après. Et je crois qu'au fond, dans ce mot de roman historique, l'essentiel pour moi, c'est vraiment le mot roman, c'est-à-dire la littérature doit faire revenir tout ça à la vie et non pas, je vais dire, célébrer une sorte de tombeau d'événements passés. Ça a l'air, je fais juste une petite remarque, mais ça a l'air d'être, j'ai l'air de faire un petit distinguo un peu comme ça, au fond futile, mais ça l'est pas parce que pour moi l'histoire c'est quelque chose qui doit être restitué dans l'inconnu. C'est ça qui caractérise les événements historiques, c'est qu'on n'en connaît pas la fin quand on les vit. Et finalement, il y a eu la tragédie évidemment du Covid, mais ça a quand même eu des effets bénéfiques, et notamment de nous faire vivre tous ensemble comme ça un événement dont on ne connaissait pas la fin. Souvenez-vous, c'était pas si vieux, il y a 2 ans, on ne savait pas comment ça allait se terminer. Il y avait une ambiance de mort dans les rues. On ne savait pas si les gens allaient mourir comme des mouches, si on allait avoir un vaccin un jour, etc. On ne le savait pas. On n'était pas encore dans l'histoire, on était dans l'histoire telle qu'elle se vit, et non pas telle qu'on la connaît, telle que la connaissent les historiens. Parce que les historiens, eux, ils connaissent la fin de l'histoire. Ils savent que la Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé. Bon, mais quand vous étiez dedans, eh bien,
vous ne saviez pas comment elle allait se terminer, et c'est ça qu'il faut arriver à restituer par la littérature, cette espèce de suspension, d'attente et d'inconnu. C'est aussi le héros romanesque qui prend le pas sur le personnage historique. Par exemple, dans le cas de l'Abyssin, c'est le cas. C'est-à-dire que vous changez le nom. C'était c'était son prénom, Charles-Jacques, oui, qui devient Jean-Baptiste, mais ça se ressemble quand même. Oui, parce que, alors, justement, je suis en train d'écrire un petit truc là-dessus, sur cette technique, sur ces questions techniques du roman. Parce que moi, je ne me suis pas posé toutes ces questions à l'époque, si vous voulez. En fait, l'Abyssin, je l'ai écrit dans une période où j'étais très malheureux. J'ai traversé une maman difficile avec ma compagne de l'époque, que je venais de rencontrer, qui était tombée très gravement malade, qui est morte peu de temps après. C'était une femme très jeune, qui avait des enfants. En fait, tout ça a été extrêmement dramatique. Et j'avais envie de m'évader. J'avais envie de raconter quelque chose qui me porte ailleurs et qui me porte justement à vivre d'autres émotions et d'autres attentes. Donc, j'avais cette histoire en tête, cette histoire avec le grand H, enfin, cet élément de l'histoire qui était en effet cette mission bizarre qu'avait accompli cet apothicaire du Caire, un peu charlatan, un peu aventurier, etc., qui était devenu, au fond, une sorte de diplomate par procuration, en fait, et qui était parti en Abyssinie. J'avais envie de raconter cette histoire, et je m'en suis emparé, si vous voulez, en bousculant un petit peu le personnage réel, si je puis dire. Parce que les personnages réels de l'histoire, c'est ça qui est un peu le problème, c'est que souvent, on a envie de... Ils vous exaltent, ils vous intéressent, ils vous passionnent, mais quand on est plongé dans leur vie, on a presque envie de la refaire. On se dit, bah, vous voyez, par exemple, j'ai un ami qui est historien, c'est son métier, lui, il est vraiment historien, il est sérieux et tout. Un jour, il me dit, j'écris une biographie de Jean Monnet. Bon, elle fera 1200 pages. Alors oui, bon, 1200 pages sur Jean Monnet, oui, pourquoi pas. J'étais pas très exalté. Et il me dit, alors il voyait que ça m'intéressait pas tellement, enfin voilà, la vie de Jean Monnet, voilà, Europe, j'ai beaucoup de respect pour Jean Monnet, mais enfin... Alors, pour essayer de m'intéresser, il me dit, sais-tu comment Jean Monnet s'est marié? Je ne sais pas si vous savez comment Jean Monnet s'est marié. Alors, il est arrivé dans un dîner et il y avait là un jeune couple avec un Italien très fier, très matamor un peu, et sa jeune femme. Et Jean Monnet est tombé fou amoureux de cette jeune femme. Jean Monnet. Et il l'a enlevé. Alors là, il l'a enlevé et il l'a emmené en Chine. Parce que l'Italien voulait les tuer, entendu. Alors, quand vous regardez les biographies de Jean Monnet, on vous explique qu'il est allé en Chine pour s'occuper de la banque de Chiang Kai-shek. Pas du tout. Il est allé en Chine pour ne pas se faire stourbir par l'Italien. Ensuite de quoi, comme ils étaient coincés là-bas, il a fait agir un ami à lui qui connaissait Staline. Et Staline a accepté, tenez-vous bien, qu'ils viennent, lui et elle, 24 heures à Moscou. Ils ont pris la nationalité soviétique et ils ont pu divorcer car le divorce n'était pas autorisé en Italie. Mais là, ils pouvaient le faire. Et il s'est marié avec cette femme. Alors là, j'ai dit, mais ça, c'est formidable. Là, moi, je veux bien écrire une biographie de Jean Monnet dans ces conditions-là. Mais il y aura 1000 pages sur le mariage et 200 pages sur la communauté du charbon et de l'acier. Vous voyez, c'est-à-dire que on a envie de prendre dans une vie certaines choses et pas toutes. Et on a envie de les mettre... Quand on est romancier, j'entends. Quand on est historien, bah, il faut évidemment mettre les choses à leur place. Mais quand on est romancier, on a envie de se libérer de ces suggestions, de ces contraintes propres au personnage et de se dire, mais je vais en faire une autre vie. Je vais en faire voilà. Alors, c'est pas du tout... orthodoxe, c'est pas du tout... il faut... voilà, mais c'est ça le roman, c'est cette envie. Alors, vous prenez ce personnage réel, bon, en l'occurrence, ça aurait été Jean Monnet,
j'en aurais fait, je sais pas quoi, moi, vous voyez, une espèce d'Hidalgo qui était loin d'être dans la vie réelle. Et le héros de l'Abyssin, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en fait a eu une vie très probablement. Bon, il a eu une vie d'aventure, etc. Oui, parce qu'il s'est trouvé pris dans cette histoire d'ambassade en Éthiopie, mais après, il est tombé entre les mains des jésuites qui lui ont fait écrire des mémoires qui étaient tout à fait falsifiées en réalité, et dont j'ai pas voulu tenir compte. Donc, en fait, je l'ai un peu trituré, si vous voulez, pour le mettre à ma sauce, et je me suis dit, bah, rendons-lui justice et au moins changeons son prénom. Voilà, ce qui fait que je l'ai appelé Jean-Baptiste. Alors là, vous évoquiez quelque chose tout à l'heure, c'est vous étiez plongé donc dans un malheur que vous avez transformé en joie à travers la création de ce héros solaire. Ça rappelle un petit peu aussi Jacques Coeur aussi sur ce point, parce que lui aussi, il transforme les épreuves terribles en joie. Il vous ressemble un peu ce personnage, en fait. Ben, si vous voulez, moi j'ai commencé ma vie professionnelle et presque ma vie personnelle d'ailleurs, puisque j'ai été élevé par un grand-père qui était médecin. J'ai commencé ma vie par la médecine. J'ai fait des études de médecine, j'ai passé l'internat de Paris. À l'époque, c'était des internats locaux. J'ai passé l'internat de Paris très jeune, j'avais 23 ans. Et tout ce qui concerne, si vous voulez, la maladie, la mort, la souffrance, la tragédie de la vie, j'ai eu tout ce qu'il me fallait, j'allais dire, dans la vie réelle. Donc, quand je me suis tourné vers la littérature, c'était pas pour retrouver ça. C'était pour trouver, au contraire, une forme d'espérance, une forme de joie, une forme de lumière, quelque chose qui me fasse aller vers des mondes et des histoires et des personnages qui me transportent et qui me donnent le goût de la vie. Voyez. Donc, tout le monde ne fait pas ça. Il y a des médecins qui écrivent et qui écrivent des choses qui sont relatives à la maladie, etc. Moi, c'était vraiment pas ça que je voulais faire. Je voulais partir dans des mondes beaucoup plus heureux. D'où ce titre d'aventure heureuse que j'ai choisi moi. Qui est, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je voulais mettre ce mot heureux, l'ajouter au mot d'aventure, parce que par les temps qui courent, si vous voulez, il y a beaucoup, et à mon avis beaucoup trop d'ailleurs, de livres qui véhiculent la tragédie, la mélancolie, la mort, etc. Et finalement assez peu qui vous entraînent vers autre chose. Et c'était le cas de ces livres, et en effet de Jacques Coeur en particulier. Sans que ça soit non plus du feel good, c'est ça en fait. Parce qu'il y a aussi de la littérature feel good qui peut mener à des choses plutôt joyeuses. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez différent, quoi. Oui, non, mais la littérature feel good, comme vous dites en français, c'est une littérature de... d'ailleurs, tant mieux, mais c'est une littérature qui n'a pas vocation à être littérature. Elle a la vocation plutôt à donner des recettes, des clés. Mais moi, je respecte ça parce que je pense que il faut rester fidèle à l'idée de Stendhal, le but de la vie, c'est la recherche du bonheur quand même. Je veux dire, il faut revenir à ça parce que c'est pas à la mode du tout, hein, du tout. On vit une époque qui dure d'ailleurs, mais une époque de tragédie. On peut comprendre que le XXe siècle a été épouvantable, qu'on est né après Auschwitz, etc. Et bien sûr, il y a quelque chose de brisé dans la conscience occidentale en particulier. Et pourtant, il faut être capable de faire autre chose avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin, en tout cas, moi, je ne souhaite pas me complaire dans cette espèce de tragique de la vie. Et donc, il faut chercher ça ailleurs, évidemment. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces recherches. Les gens cherchent leur bonheur où ils peuvent. Et encore une fois, voilà, il faut leur laisser ça en espérant qu'ils le trouvent. En tant qu'écrivain, on n'a pas cette mission, c'est-à-dire que
on n'est pas. Mes livres, hélas d'ailleurs, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc on n'est pas là pour soigner les gens. Mais on est d'abord là, je pense, pour enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, pour se soigner soi-même. C'est-à-dire que moi, quand je me mets à écrire un livre, c'est pour être heureux, moi-même. C'est-à-dire que si je dois m'attacher à ma table et tout, et me dire, oh là là, tu sais, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui vous transporte. Voilà. Et si ça vous transporte, vous, il y a toutes les chances que ça transporte les autres. Moi, quand j'ai publié L'Abyssin, j'avais repris des fonctions dans un hôpital. Je m'occupais d'un service de psychiatrie à l'hôpital Saint-Antoine, qui était très neurologique d'ailleurs, puisque c'était un hôpital général. Et je faisais ma visite le matin avec les infirmières, les internes, tout, voilà. Alors là, j'avais publié L'Abyssin et les patients attendaient que tout le monde sorte de la chambre, ça se passe. Bon, le médecin sort en dernier, c'est responsable et tout. Alors il disait, docteur, ouais, voilà. Et alors, à ce moment-là, ils ouvraient la table de nuit et ils sortaient le roman. Et après avoir fait une ordonnance, je faisais une dédicace. Et au fond, au début, ça m'a paru bizarre. Et puis après, je me suis rendu compte qu'au fond, c'était pas si différent. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était aussi de l'ordre du mieux, quoi. Voilà. C'est-à-dire que souvent, les gens me le disaient et j'ai reçu depuis de très nombreux témoignages de ça. Et c'est ceux qui me font le plus plaisir. C'est les gens qui viennent me dire, vous nous avez fait du bien, vous nous avez fait rire, vous nous avez donné du bonheur, vous avez donné de l'espoir. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup ça. On est venu me raconter des histoires très émouvantes voilà, du rôle que des livres peuvent rejouer dans une vie, et ça, j'en suis immensément fier. Voilà. Et ça prouve que finalement, la magie de la littérature fait que ce qu'on a éprouvé soi-même, comme bonheur à écrire, peut se transmettre à quelqu'un qui est de l'autre côté du texte, si vous voulez, et qui s'en empare finalement et partage aussi ce bonheur. C'est aussi qu'on espère peut-être retrouver un peu du héros de l'Abyssin, Jean-Baptiste Poncet, en vous. Enfin, il y a quand même des similitudes. Il était donc apothicaire, médecin plus ou moins, avant qu'un concours de circonstances l'amène à la diplomatie. Quelque part, il a quelque chose d'artiste aussi en lui. Dans ses intuitions, il est artiste, il est au milieu d'intrigues, en gardant quand même son honnêteté. Donc je pense qu'on espère retrouver aussi ce personnage. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus vers vous, les gens. Oui, mais oui. Alors, tu vois, le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler à la commande comme ça. Bon, là, moi, j'ai fait ma petite série avec ce consul. Là, je me suis amusé avec ça, etc. Bon, certains lecteurs de ces livres plus épais et plus sérieux, quand même, me disent, il faut que vous reveniez à ça. Et je comprends très bien. Moi, j'ai reçu une lettre il n'y a pas longtemps d'une dame qui m'a dit, maintenant, ça suffit, remettez-vous au travail. Bon, alors, oui. Mais faut que ça vienne à son heure aussi, si vous voulez. Parce qu'on peut pas se forcer, on peut pas. Voilà, faut en avoir envie. Puis il y a des choses qui se font à certains moments de la vie. Moi, ce que j'ai observé d'ailleurs, c'est que pour ces 4 livres, tous les 4 qui sont quand même habités par une forme de bonheur, je les ai écrits dans des périodes assez difficiles de ma vie. C'est-à-dire qu'au fond, ils constituent une sorte de remède, d'antidote, si je puis dire, à quelque chose qui, dans la vie réelle, était difficile. Et donc, en ce moment, ça va bien. Donc, j'écris voilà. Il ne faut pas non plus me souhaiter d'aller mal, si vous voulez. Vous voyez, gentil. Alors, vos romans, enfin pas historiques, non, mais ils développent tous le thème donc, de la rencontre des civilisations, leurs incompréhensions, l'organisation chaotique de l'Europe avec le reste du monde. Donc, avant d'évoquer ces œuvres, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette rencontre, comment elle s'exprimait dans Le Grand Cœur, Rouge Brésil, L'Abyssin et Le Tour du monde du roi Zibeline? Vous voulez dire la rencontre entre l'Europe et les autres? Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le fil conducteur de tous ces livres qui ont tous, au fond, qui examinent tous un moment de l'histoire qui n'est pas un moment
si vous voulez, qui n'est pas le moment qu'on envisage généralement. Parce que, par exemple, quand vous parlez de l'Afrique et de l'Europe, et j'ai été aux premières loges pour le savoir, parce que ayant été ambassadeur au Sénégal, j'ai été le représentant de l'ancienne puissance coloniale dans le pays, et c'est très difficile. Dans l'histoire de nos rapports avec l'Afrique, si vous voulez, le compteur est un peu bloqué sur la période coloniale. En réalité, il y a eu d'autres histoires de nos relations avec ces pays, et des histoires antérieures ou des histoires différentes. Et elles sont intéressantes parce qu'elles nous montrent aussi des possibilités de rapports différents, et c'est ceux sur lesquels on est obligé aujourd'hui de bâtir nos relations actuelles avec ces pays. Parce que la relation coloniale, bon, même si elle se prolonge d'une certaine manière parfois, mais elle est terminée. Donc il faut trouver d'autres modes de relation. Et c'est intéressant de voir comment on a pu, dans l'histoire, construire, et parfois manquer d'ailleurs, un rendez-vous différent avec ces peuples. Bon, l'Abyssin, par exemple, c'est une histoire assez étonnante, parce que c'est l'histoire d'un homme qui est envoyé par Louis XIV comme ambassadeur auprès du Négus d'Abyssinie, parce qu'on savait que là-bas, il y avait des chrétiens qui se baladaient dans ce coin-là. On appelait ça le royaume du prêtre Jean. On ne savait pas trop où ils étaient, mais on savait qu'il y a des chrétiens. Et sous l'influence de Madame de Maintenon, Louis XIV a envoyé cette ambassade. Il se trouve que la personne, en réalité, et surtout dans le livre, qui a été responsable de cette ambassade, c'est-à-dire ce Poncet, là, dénommé Poncet, au fond, quand il est arrivé auprès de cet empereur d'Éthiopie, il a été frappé, au fond, par une sorte de similitude, c'est-à-dire que, au fond, il arrivait à la cour du Négus, qui à ce moment-là était à Gondar. Et au fond, c'était pas si différent de la cour de Versailles. Il n'y avait pas encore cet écart de développement, on dirait aujourd'hui, entre ces peuples. Et au fond, c'est à la fois l'homme qui a, on pourrait dire, entre guillemets, découvert ce pays, il a découvert l'Abyssinie, puisque d'autres occidentaux étaient arrivés jusqu'en Éthiopie, mais on ne les laissait pas repartir. Donc en général, ils restaient sur place. Ils étaient en quelque sorte des prisonniers de luxe. Il y avait notamment un peintre vénitien comme ça qui a peint jusqu'à la fin de sa vie. Il a pu entrer, mais on ne l'a jamais laissé sortir. Lui, Poncet, a pu repartir. Donc c'est à la fois celui qui a découvert ce pays et en même temps celui qui l'a en quelque sorte refermé derrière lui. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'on ne le convertisse pas. Parce qu'il était parti avec un jésuite qui était là pour convertir, et la présence des jésuites en Éthiopie a été très compliquée, parce qu'ils ont converti, selon la méthode jésuite, ils ont converti les élites, et ils ont provoqué vraiment de grands déséquilibres et presque une guerre civile. Donc il rentre, Poncet, en disant, voilà, ce pays est là, il existe, mais au fond, laissons-le tranquille. Et au fond, c'est une sorte de proposition qui n'a pas été suivie des faits, mais de proposition bien différente, évidemment, de celle qui suivra plus tard, et qui nous conduira vers la conquête, si vous voulez. Voilà. Et c'est un peu pareil pour d'autres. Bon, Jacques Coeur, c'est différent. Jacques Coeur, c'est un homme qui est parti en Orient un peu par hasard. Il avait fait des mauvaises affaires. Moi, ma thèse, c'est que Jacques Coeur était un très mauvais homme d'affaires, en fait, parce que chaque fois qu'il a fait ses affaires en France, ça n'allait pas très loin. Il a même frisé la prison. Et donc, il est parti en Orient. Et là, il a eu une intuition aussi qui est intéressante, parce qu'en Orient, au fond, quand il est allé en Orient, qu'il est arrivé à Beyrouth, au fond, les Européens qui allaient là-bas, c'était les dernières croisades. Donc, ils allaient là-bas avec une idée de conversion, de conquête, en fait, une idée guerrière, finalement. Et Jacques Coeur a été un des premiers à se dire, mais au fond, cette idée de conquête est absurde. On n'a pas besoin de conquérir, on n'a pas à conquérir ces peuples. En revanche, on peut prendre d'eux des éléments de civilisation avec un raffinement qu'il a découvert là-bas, car à cette époque, si vous voulez, le Moyen-Orient était très avancé dans de nombreux arts, puis il y avait un raffinement du corps, le hammam, etc. Tant et si bien qu'il est revenu avec cette idée
d'introduire par le commerce et non pas par la guerre les biens de ces et l'avancée de ces civilisations. Et moi, je suis originaire de Bourges. Il a construit son palais à Bourges. Dans son palais à Bourges, il y a un hammam. À Bourges. Vous vous rendez compte ? Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'à Bourges... Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est une sorte d'intuition incroyable de ce que tout à coup, une civilisation peut devenir, parce que l'Europe de cette époque n'était pas... c'était une Europe de guerre, c'était l'Europe de la guerre de 100 ans, qui avait évidemment beaucoup régressé par rapport à l'âge d'or du XIIe siècle, etc. C'était une Europe en guerre, qui avait connu les épidémies, qui avait connu les guerres, dans lequel le soin du corps, etc., était très limité. Et vous faites entrer là-dedans les soieries, tous les cuirs de Gênes, etc., qu'il avait rapportés de là-bas, et les hammams, c'est-à-dire le soin du corps, les parfums, etc., c'était une révolution considérable et qui était tout à fait contraire de tous les procédés qui prévalaient à ce moment-là, qui étaient plutôt des procédés de conquête et d'affrontement avec ces peuples. Voilà. Donc tout ça, tous ces romans sont un petit peu des... je ne veux pas les détailler tous, mais ils sont un petit peu tous des romans de ces occasions manquées, on pourrait dire, et qu'il est intéressant de regarder dans nos relations avec le reste du monde. Aussi, il y a la question des querelles religieuses, en fait. Donc, les jésuites et les capucins qui veulent se disputer l'Abyssinie. Ensuite, les abyssins ne veulent pas des catholiques. Alors après, dans Rouge Brésil, c'est la réforme protestante. Finalement, ce qui les rend si actuels aussi, vos romans, de plus en plus, c'est qu'ils parlent de ce fanatisme religieux. Oui, parce que c'est intéressant de voir... Enfin, moi, j'ai été le premier. En fait, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ces livres. Parce que, par exemple, Rouge Brésil, bon, moi, j'avais été en poste au Brésil comme attaché culturel et de coopération à Recife. Bon, j'allais souvent à Rio. Moi, j'étais à Recife, mais j'allais à Rio assez souvent. Et j'étais fasciné par l'idée un peu primaire, finalement, de me dire qu'est-ce que les Européens qui sont arrivés là au XVIe siècle ont pu penser de cette baie de Rio incroyablement belle et tellement bizarre pour nous, avec ses mornes, avec ces cocotiers qui sont des arbres un peu bizarres, qui craquent la nuit, qui sont très... Bon. Qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir, un Normand, un Berrichon, qui arrivait là, qu'est-ce qu'ils ressentaient? Et j'étais parti sur l'idée que, en fait, ils étaient arrivés dans un endroit vide. Parce que la baie de Rio, moi, je la voyais vide. En fait, et c'est ça qui est intéressant quand on écrit ce genre de livre, c'est qu'on tire un fil, et puis il y a des choses qui viennent. Et là, je me suis assez vite rendu compte que la baie de Rio, à l'arrivée de l'expédition française, donc 1550, tu vois, elle n'était pas du tout vide. D'abord, il y avait les Indiens, qui ont disparu par la suite par les épidémies, etc. Mais il y avait beaucoup d'Indiens. Il y avait les Tupinambas, c'était l'ethnie indienne qui était là-bas. Alors, ces Indiens avaient des mœurs anthropophages et qui étaient évidemment, pour les Européens, très effrayantes. Mais elles étaient effrayantes aussi parce qu'on ne les comprenait pas. C'est-à-dire que les Européens pensaient que les Indiens mangeaient des humains pour se nourrir. En fait, ils n'avaient pas besoin. C'est très fertile, la baie de Rio. Pas besoin. Ils mangeaient les êtres humains pour des raisons spirituelles, c'est-à-dire pour s'incorporer la force de leur ennemi. Ce qui fait que quand deux tribus se battaient, les vaincus étaient entraînés en captivité et au bout d'un certain temps, pas tout de suite d'ailleurs, souvent, mangeaient. S'ils se comportaient vaillamment. Tant et si bien que quand les Européens sont arrivés, les Indiens ont commencé à en manger aussi. Et comme les premiers qui sont arrivés étaient les Portugais, ils mangeaient surtout les Portugais. Mais les Français, quand ils sont arrivés, les Indiens ont très bien compris
que les Français étaient les ennemis des Portugais. Alors vous me suivez, comme ils mangeaient leurs ennemis, ceux qui mangeaient des Portugais ne mangeaient pas des Français, puisque c'était les ennemis de ceux qui mangeaient. Vous me suivez? Et inversement, ceux qui mangeaient les Français ne mangeaient pas les Portugais. Ce qui fait qu'il y avait un Allemand, qui s'appelait Hans Staden, qui a écrit ces mémoires. Il y a un Allemand qui a été capturé, et comme il n'était ni portugais ni français, les Indiens ne savaient pas s'il était comestible. Et finalement, il a pu s'évader, il a écrit ses mémoires. C'est très intéressant ça parce que, bon, on plaisante, mais en réalité, il s'est passé là quelque chose de fondamental qui est notre regard sur l'autre, notre regard sur les Indiens. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant qu'on faisait cette tentative de colonisation, pour des raisons, ce serait trop long d'expliquer, mais qui sont expliquées dans le livre, les Français qui s'étaient installés sur la petite île au centre de la baie se sont divisés entre catholiques et protestants. Et ils se sont littéralement entretués. Si bien que alors, ce qui a provoqué la chute, la fin de cette tentative de colonisation. Les Français n'ont pas été vaincus par quelqu'un, ils se sont entretués. Spécialité devenue nationale par la suite. Enfin, donc, ils se sont battus sur une île qui est minuscule, il fait 300 mètres de long. Les catholiques et les protestants. Et un des survivants de cette expédition, rentré en France, est devenu le secrétaire de Montaigne. Et Montaigne était passionné par cette histoire, et notamment par les Indiens. Et Montaigne a créé, au fond, à partir de cette histoire, le concept du bon sauvage. C'est-à-dire quand Montaigne a écrit, les guerres de religion étaient là, en Europe. Mais elles ont commencé là-bas. Et au fond, il a décrit finalement notre barbarie, en quelque sorte, en l'opposant et en inversant la figure du sauvage, qui n'est pas si sauvage que ça, dit-il, dans le chapitre des cannibales, mais qui est peut-être plus civilisé que nous, qui nous entretuons pour des questions religieuses. Voilà. Et ce qui fait que cet épisode de la raté, finalement, hein, du point de vue historique, c'est rien du tout. On n'est pas resté, on n'a rien laissé là-bas. Mais a eu des conséquences philosophiques très, très importantes en faisant apparaître cette notion du bon sauvage, du paradis perdu pour Milton, mais enfin, en tout cas, du bon sauvage, qui va courir après dans toute la philosophie occidentale pendant tout le XVIIIe siècle et qui naît là, véritablement à ce moment-là. Voyez, et c'est pour ça que tout ça, je ne le savais pas du tout en commençant à écrire le livre. Et au fond, c'est ça qui est passionnant quand on entre dans la complexité de ces choses, parce que finalement, les éléments se découvrent l'un après l'autre. Et le mot de Flaubert qui disait « toute chose est intéressante pourvu qu'on la regarde longtemps », c'est particulièrement vrai quand on écrit un roman de ce genre. Alors, venons-en un peu au personnage de Rouge Brésil. Hein. Alors, d'abord, le rouge, c'est celui de le bois de teinture ou c'est celui du sang? C'est celui de... Il y a une ambiguïté sur ce... C'est-à-dire que moi, je fais un truc bizarre, c'est que quand je fais des gros livres comme ça, des gros, il y a toujours un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'il faut tenir la distance. Ça a l'air simple, techniquement, ça ne l'est pas. Parce que vous allez étaler la rédaction sur plusieurs semaines, etc. Moi, j'écris vite, mais enfin, quand même, des livres sont gros. Donc, il faut garder une espèce de tonalité constante. Un peu comme dans la musique, si vous voulez, vous avez une clé de sol, une clé de fa ou quelque chose. Là, moi, je mets une couleur dans ma tête. C'est-à-dire que je mets une couleur, je me dis, tel livre sera de telle couleur. Et c'est idiot, je veux dire, on peut considérer que c'est un gadget, mais ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que le fait de me référer à cette couleur donne une sorte de tonalité, une harmonie au récit que je n'aurais pas sans ça. Et là, le rouge, moi, j'ai vécu au Brésil et j'ai été, comme j'habitais dans le nord-est, j'ai été dans ce qu'ils appellent les terreaux de candomblé, c'est-à-dire vous savez, ce sont ces rites afro-brésiliens, la macumba, l'espèce de vaudou importé d'Afrique,
qui se pratiquent au Brésil, dans des endroits comme ça, dans des favelas, dans des trucs, ils vénèrent des dieux syncrétiques qui sont faits de mélanges de dieux Yoruba que les esclaves ont apportés avec eux, avec les éléments tirés du catholicisme. Et par exemple, la déesse Yemanja, déesse Yoruba, est assimilée à Notre-Dame de la Conception, Notre Seigneur de Conceição, et elle est affectée, comme tous les dieux syncrétiques, d'une couleur. Par exemple, pour Yemanja, c'est le blanc. Ce qui fait qu'à Rio, le jour de l'an, vous avez cette cérémonie tout en blanc sur la plage, où tout le monde se met en blanc avec des fleurs blanches, et on met, en l'honneur de cette Yemanja, qui symbolise aussi la mer, on jette des fleurs blanches dans la mer. Et c'est un rite afro-brésilien. Eh bien, moi, quand j'étais là-bas, il y avait un dieu qui m'avait particulièrement frappé, qui était particulièrement important dans le panthéon du Nord-Est, c'était Xangô, le dieu du tonnerre, ou trovão en portugais, le dieu du tonnerre. Et ce dieu du tonnerre, Xangô, est affecté de la couleur rouge. Et ce qui fait que, si vous voulez, quand j'ai écrit ce livre, j'avais placé la rédaction sous sous l'auspice, on pourrait dire, de cette couleur. Alors après, je l'ai gardé dans le titre, et alors effectivement, ça a donné lieu à des suppositions sur le rouge du bois Brésil, sur le rouge du sang, voilà. En fait, c'est le rouge de Xangô pour moi, qui d'ailleurs n'a rien à voir au fond avec l'histoire, puisque ces rites afro-brésiliens datent d'après la période qui est racontée dans le livre, puisque ça se passe au XVIe siècle et les rites afro-brésiliens viennent d'après l'esclavage, donc après le XVIIIe siècle. Mais il se trouve que pour moi, c'était ce qui symbolisait le mieux ce livre. Oui, j'ai gardé dans le titre. Voilà. Mais les titres, vous savez, il ne faut pas trop chercher non plus. Hein, ou on le trouve tout de suite en écrivant le livre, ou alors c'est un calvaire. Hein, moi, je l'ai gardé. Alors, quelques mots sur les personnages aussi de ce roman. Alors, il y a Colombe et Juste, qui sont probablement inspirés de Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. Mais il y a aussi, eux, ils sont fictifs, mais il y a aussi le personnage, ils sont sous les ordres du chevalier de Villegagnon, qui veut rétablir la France antarctique, donc une province de France à part entière, alors que les Portugais ont repris la main depuis 50 ans. Il me semble que c'est ça. Et lui, il est vraiment quelqu'un d'assez tolérant, finalement. C'est quelqu'un qui s'ouvre aux autres. Je veux dire, il veut autant avec les indigènes, il en libère certains. Enfin, c'est quand même... Alors, Villegagnon, c'est un héros absolu. Oui, c'est un personnage très, très controversé. Les Brésiliens, les historiens brésiliens sont un peu en désaccord avec nous, avec les Européens sur je parle des historiens, hein, vraiment, sur le rôle de ce personnage. Parce que Villegagnon était un chevalier de Malte. Bon. C'était un homme qui a parcouru l'Europe, qui a rencontré des humanistes, en Italie en particulier, qui avait eu un rôle très particulier pour libérer la petite Marie Stuart. Enfin, il avait fait le tour de l'Écosse avec ses galères. Enfin, c'était un personnage. C'est pour ça qu'il était toujours entouré d'Écossais en remerciement de ce rôle qu'il avait joué. Et c'est un personnage sur lequel, au fond, on a longtemps cru pouvoir porter un jugement très négatif. On a pensé que Villegagnon était une sorte de renégat. Il a été envoyé par le roi Henri II pour tailler une sorte de petite... pour tailler un petit empire, un petit morceau d'empire, en tout cas, au sein de l'Amérique hispanique, enfin l'Amérique du Sud, qui, comme vous savez, était partagée entre
en portugais et espagnol par le traité de Tordesillas, le pape avait dessiné comme ça un méridien. Et ce méridien, donc tout ce qui était à l'est, c'était portugais, tout ce qui était à l'ouest était espagnol. Et finalement, c'est à peu près ça, hein, quand vous regardez la constitution de l'Amérique du Sud. Et François Ier s'était révolté un peu contre ce traité en disant, mais qu'on me montre le testament par lequel Jésus-Christ, avait-il dit, a donné ses terres aux Espagnols et aux Portugais. Pourquoi pas nous, en gros? Donc il a envoyé Villegagnon là-bas, avec une flotte. Et ça allait aussi dans le cadre des oppositions entre la France et les Habsbourg, la France et Charles Quint. Et puis, Villegagnon est parti, et ce qui s'est passé là-bas est assez étonnant, parce que, bon, ça, c'est pas... Première partie, c'est pas très étonnant, il a été abandonné. C'est-à-dire qu'on l'a fait partir, puis entre-temps, en France, Charles Quint a abdiqué. On ne voyait plus trop l'intérêt de faire cette expédition. Henri II est mort, etc. Bon. Et on l'a laissé tomber, on l'a abandonné. Alors à ce moment-là, Villegagnon, ne sachant plus quoi faire, parce qu'il était coincé sur son île, là, il a écrit un peu dans toute l'Europe à les gens qu'il connaissait, et il connaissait Calvin. Comme ça, parce qu'il avait connu beaucoup de gens. Et le seul qui lui a envoyé du secours, c'est Calvin, qui lui a envoyé des ministres, comme on disait, c'est-à-dire des pasteurs habillés tout en noir, qui ont débarqué un jour sur cette île. Et là, Villegagnon, qui était, au fond, que certains décrivent comme protestant, serait devenu, tout d'un coup, un catholique acharné, et il a fini, d'ailleurs, comme du côté de la Ligue, c'est-à-dire des catholiques les plus radicaux. En fait, ce que les historiens français considèrent aujourd'hui, c'est que Villegagnon faisait partie de ces esprits qui étaient au fond flottants à cette époque. C'est-à-dire qu'au fond, c'était des gens qui sentaient bien le malaise du catholicisme, qui sentaient bien la nécessité d'une réforme, mais qui n'étaient pas pour autant des protestants. Et Villegagnon s'est retrouvé en quelque sorte obligé de se radicaliser parce qu'il a eu en face de lui des gens qui l'étaient beaucoup. Ces calvinistes qui sont arrivés dans l'île étaient très, on pourrait dire aujourd'hui, radicaux, si vous voulez. Ce qui fait que chacun a durci sa position. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que, au fond, tout ça se passait autour d'une querelle qui est une querelle théologique éminemment occidentale. C'est la question de la transsubstantiation. Est-ce que le Christ est présent ou non dans l'hostie? Bon. Et il y avait donc deux positions extrêmes. Pour les protestants, non, le Christ n'est pas présent dans l'hostie. Et l'hostie est une sorte d'accessoire un peu virtuel, finalement. Et pour les catholiques, au contraire, le Christ est présent en personne dans l'hostie. Ce qui fait que, au milieu de ces Indiens et de ces perroquets, dans cette île, et au milieu de ces Indiens cannibales, qui pour eux étaient vraiment anthropophages, les catholiques se faisaient traiter par les protestants de cannibales, puisqu'ils mangeaient le Christ. Ils mangeaient le corps du Christ. Donc les autres leur disaient, vous êtes comme les cannibales derrière, là-bas, vous êtes des cannibales, vous mangez votre Dieu. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est la vigueur de ces oppositions qui nous paraissent à nous un peu, quand même, je veux dire, un peu virtuelles, si vous voulez, mais qui, pour ces hommes sur ce terrain, a conduit à des affrontements armés. Ils se sont entretués. C'est quand même assez étonnant. Et alors, sous-produit de ça, pardon, je suis un peu long, mais les protestants ont fini par être éjectés de l'île. Une petite île, là, qu'on peut toujours voir, dans la baie de Guanabara, vous la trouvez au bout des pistes de l'aéroport Santos-Dumont, il y a cette île qui est toujours là, l'île de Villegagnon, justement. Ils ont éjecté les protestants. Ils se sont entretués et les catholiques ont eu le dessus. Ils ont éjecté les protestants, qui sont partis sur la terre ferme, au milieu des Indiens. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les protestants ne considéraient pas les Indiens comme des hommes, comme des êtres humains. Donc, ils leur fichaient la paix, ils les regardaient, ils les observaient, un peu comme on observe des animaux, et les meilleurs observateurs
de la vie de ces Indiens qui aujourd'hui ont disparu, c'est les écrivains protestants qui les ont regardés. Et les catholiques, eux, considéraient les Indiens comme des êtres humains et donc voulaient les convertir. Donc vous voyez, il y avait deux positions très différentes. Alors l'un de ces protestants, qui s'appelait Jean de Léry, donc est parti avec les autres, et puis il est rentré en France. Il est rentré en France et il a été rattrapé par les guerres de religion. Et là, lui, protestant, s'est retrouvé dans une ville proche de ma ville natale, qui est la ville de Sancerre, sur la colline de Sancerre, là-haut, qui a été assiégée par la Ligue, assiégée par les catholiques. Et donc, Jean de Léry, survivant de l'expédition du Brésil, se retrouve à Sancerre, dans une ville où les gens mouraient de faim. Et un jour, il passe devant une maison, et qu'est-ce qu'il voit par la fenêtre ouverte? Il voit un couple en train de manger leur enfant. Et alors, ça a produit en lui une espèce de choc et de réminiscence, et il a écrit le livre qu'il a rendu célèbre, qui est encore lu aujourd'hui, qui est souvent d'ailleurs dans les programmes d'agrégation et autres, qui s'appelle « Voyage fait en la terre de Brésil », qui est en fait une méditation, mais très détaillée, c'est comme pour ça que c'est très documenté, sur l'anthropophagie. Et c'est lui qui, pour la première fois, oppose cette anthropophagie de nécessité, gens qui meurent de faim, à l'anthropophagie des Indiens et qui lui donne son vrai sens, un sens spirituel. Voilà. Ça s'est passé sous cette forme. Alors, quelques mots sur le grand cœur. Donc, tout à l'heure, vous disiez que c'est le titre qui donne le là, quelque part, du roman. Là, c'est le cas aussi du grand cœur, puisque finalement, c'est un grand rêveur dans cette histoire-là, mais on sait peu de choses de lui. Et la lumière romanesque que vous avez donnée, c'est finalement de lui avoir donné des sentiments qu'on ne lui connaissait pas, finalement. Ben oui, parce que, en fait, moi, le grand cœur, enfin, Jacques Coeur. Comment vous lui avez donné cette voix, en fait? Comment vous lui avez rendu Ben, Jacques Coeur, quand j'étais petit, on connaît sa fortune. C'était mon voisin. Ben, c'était mon voisin. C'est-à-dire qu'il y avait ce palais. Si vous voulez, je sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont visité Bourges, vous avez le palais Jacques Coeur, puis vous avez pas très loin sa maison natale, qui en fait n'est probablement pas sa véritable maison natale. Bon, mais vous savez, c'est souvent comme ça. On a dit c'est celle-là. Et en tout cas, elle devait être comme celle-là. Et alors aujourd'hui, c'est une boîte de nuit. Bon, c'est moins sympa, mais enfin. Mais quand j'étais enfant, si vous voulez, je passais là tous les jours. Voilà. Et c'était un peu un mystère, cet homme dont on me parlait, et qui avait fait ce parcours de naître dans une maison qui était un peu semblable à celle où j'étais né moi-même, finalement, qui était modeste et qui était devenu ensuite le maître de ce palais extraordinaire. Et puis, la vie a passé, le temps a passé. Moi, je suis parti, j'ai voyagé beaucoup. Et un des derniers de ces voyages, enfin, en date, au moment où j'ai écrit le livre, c'était le séjour que j'avais fait au Sénégal comme ambassadeur. Un ambassadeur n'a pas beaucoup de pouvoir en réalité, même dans un pays où la France continue de jouer un rôle aussi important. Puisque l'ambassade au Sénégal est une très grosse ambassade, pratiquement régionale, mais la fonction d'ambassadeur vous met en contact avec le pouvoir, vous met en contact avec les hommes de pouvoir. Et donc, quand je suis rentré au bout de ces 3 années de fonction, je suis retourné dans ma ville natale, j'ai revu ce palais. Et Jacques Coeur, qui pour moi, enfant, était un vieillard, bah, tout d'un coup, il avait mon âge. Puisqu'il avait mon âge quand il est mort, à peu près. Donc, quand je suis rentré, voilà, c'était à peu près ça. Donc, je pouvais quand même m'identifier. Et il y avait des tas d'éléments similaires. Il y avait cette proximité du pouvoir, dangereuse, qui, moi, m'avait valu pas mal de soucis, qui avait fait mon quotidien, mais un quotidien difficile. La disgrâce, les difficultés, etc.
Et puis la question justement de du rêve, comme vous le dites, c'est-à-dire que Jacques Coeur est un homme qui a rêvé d'un monde nouveau. Jusqu'à quel point est-ce qu'il l'avait compris? C'est difficile à dire. Mais au fond, ça fait partie de ces personnages qui ont créé la Renaissance, en fait, qui sont partis d'une période de barbarie, qui était la période de la guerre de 100 ans, où il y avait des îlots relativement tranquilles. C'était le cas de Bourges à cause du duc de Berry qui avait bien manœuvré, etc. Mais enfin, tout autour, c'était quand même l'horreur. Et qui, partant de là, par ce contact avec l'Orient, a imaginé un autre monde. Cet autre monde, il l'a en quelque sorte préfiguré, mais il n'y a pas vécu, puisqu'il est mort trop tôt. Mais son palais, à ce moment-là, à Bourges, si vous voulez, moi je ne l'avais jamais vu comme ça. Son palais prend, au fond, la valeur est une sorte de représentation architecturale de cette transition entre deux époques. Vous avez un côté qui est très médiéval, avec des tours, un peu comme dans les châteaux forts, si vous voulez. Et vous avez un côté qui est une devanture de commerçants florentins, ou génois plutôt d'ailleurs. Et donc le bâtiment lui-même est un bâtiment qui se situe au carrefour de ces deux époques. Voilà. Et donc quand je suis rentré, j'ai voulu, je me suis plongé dans cette vie et j'ai trouvé j'ai trouvé beaucoup de choses. Et j'ai trouvé notamment des choses surprenantes qui étaient au fond une certaine forme de soulagement. Je revenais moi-même d'une expérience lourde de travail et de responsabilité. Et Jacques Coeur, à un moment donné de sa vie, a connu la disgrâce. Il a tout perdu en quelque sorte. Et j'étais heureux de voir que finalement, ça a sans doute été la période la plus extraordinaire de sa vie, ce moment où il avait tout perdu, où il a rebondi et où il est parti d'abord vers l'Italie, puis vers l'île de Kyo, où il est mort. Voilà. Et voilà, ça m'a plu, quoi. Voilà, non, mais j'aime beaucoup Jacques Coeur parce que j'en ai fait un roman autobiographique. C'est ça qui est fou parce que ça se passe au XVe siècle, si vous voulez. Et même Agnès Sorel, vous voyez, Agnès Sorel, c'est un personnage que je trouve extrêmement attachant. C'est un personnage qu'on comprend assez mal. C'est un personnage c'est une femme qui a été en quelque sorte livrée à Charles VII, qui était quand même un type épouvantable, hein, qui était et qui a au début servi les intérêts d'une famille d'Anjou qu'il a livré à Charles VII. Et puis Agnès Sorel a eu l'intelligence et la force, non pas d'être une maîtresse jetable comme avaient été les autres, hein, parce que ça défilait chez Jacques Coeur, hein, mais d'être une favorite, c'est-à-dire de créer un rôle pérenne dans lequel elle s'emparait d'un pouvoir, un pouvoir sur le roi, et elle prenait en quelque sorte le pouvoir sur le pouvoir, voilà, et elle installait cette force. Et elle m'a toujours passionné. J'ai un ami, Philippe Charlier, là, qui est un médecin qui fait les autopsies comme ça, de tous les morts célèbres. Il l'a touchée, parce qu'elle est il l'a touchée. Elle est dans une urne, il y a ses restes, etc. D'ailleurs, il a fait l'analyse de des cheveux, il y a des bouts d'os, etc. Bon, chaque fois que je lui serre la main, lui, je ne sais pas. Mais bref. Et donc, il a une connaissance, j'allais dire, physique d'Agnès Sorel. Et il m'avait beaucoup parlé de la question de sa mort, parce que effectivement, ils ont trouvé des taux de mercure très, très importants dans ses cheveux. Ce qui, au fond, ne résout rien. Et c'est là où on voit que l'historien ou le scientifique peuvent aller jusqu'à un certain point, mais qu'après, au fond, c'est les romanciers qui ont le dernier mot. Parce qu'au fond, on ne sait pas si elle a été empoisonnée ou si elle s'est auto-intoxiquée elle-même avec des produits qui étaient mal dosés.
parce que les produits cosmétiques à base de mercure, tout ça, le blanc, vous savez quoi. C'était. On l'a accusé lui aussi. Voilà. Alors, il y a eu l'accusation, etc. Et moi, ça m'a passionné. Et voilà, enfin, je suis un peu tombé amoureux d'elle, quoi. Mais elle était déjà morte. Mais c'est une femme. Alors, la différence de Jacques Coeur, dont on n'a pas de représentation, il y a des portraits d'Agnès Sorel et des sculptures. On sait à quoi elle ressemblait. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est extrêmement attachant, quoi. Mais on ne sait pas à quoi ressemblait Jacques Coeur. Et ça, c'est très bien aussi pour le romancier, parce que finalement, on est plus à l'aise avec des personnages comme ça qui sont définis en pointillés par un certain nombre d'éléments historiques. On sait combien il avait de navires, on sait combien il a vendu de draps à telle époque, etc. Mais au fond, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et les relations, notamment avec Agnès Sorel, on ne les connaît pas. Donc, il y a là, évidemment, carrière pour la littérature. Alors, vous êtes parti de la littérature blanche, finalement, pour aller vers le polar. C'est quand même, contrairement à la plupart des écrivains qui vont plutôt dans du polar à la littérature générale, on va dire, enfin, comme Pierre Lemaitre, par exemple. Pourquoi avoir fait dans ce sens, enfin, comment être allé de l'historique au polar, finalement? C'est une démarche vraiment singulière, quoi. C'est... Moi, vous qui aimez faire des personnages solaires, c'était compliqué d'en créer dans le polar, en général, où les personnages sont quand même sombres. Donc, il y a eu un cas de conscience, quelque part Non, mais si vous voulez, en fait, quand je suis rentré toujours, on parle du Sénégal, mais quand je suis rentré de là-bas, j'avais plein d'histoires qui m'avaient beaucoup intéressé, beaucoup amusé, ou passionné. Enfin, la vie diplomatique, moi j'avais une ambassade où il y avait beaucoup de monde, il y avait 300 collaborateurs, il y a beaucoup de Français résidents là-bas, binationaux ou pas, mais enfin 25 000 à peu près. Donc énormément d'histoires dramatiques, pathétiques, que j'avais envie de raconter. Seulement, quand vous avez été diplomate, c'est comme quand vous êtes médecin, vous n'avez pas le droit. Enfin, il y a un devoir de réserve, si vous voulez, qui fait qu'il est difficile de raconter directement les choses. Et on observe, vous voyez, d'habitude, les ambassadeurs publient leurs mémoires juste avant leur mort, voire après même. C'est-à-dire 30 ans après les faits, qui perd un peu de son intérêt. Moi, je ne voulais pas, je voulais pas attendre tant que ça. Et je cherchais un moyen, finalement, de pouvoir raconter ces histoires sans véritablement compromettre qui que ce soit, et notamment violer ce devoir de réserve. Donc, je me suis dit, je vais créer un petit personnage, une sorte de double, qui ne me ressemblera pas forcément, mais que je pourrais faire évoluer dans ces situations et qui me permettront de les raconter. Mais au début, c'était une plaisanterie, hein, pour moi. J'ai fait ça pour m'amuser. Il ne faut pas trop m'en vouloir d'abord. Puis, c'est vrai que ce n'est pas des livres aussi ambitieux que ceux-là, etc. Bon. Même s'ils ne sont pas gratuits, même s'ils racontent des choses dans lesquelles je mets quand même... si vous voulez, ils parlent de la vie d'aujourd'hui, ils parlent du présent. Tous ces livres-là parlent du passé, malgré tout. Même s'ils restituent ce passé dans une forme de présence littéraire, ils parlent du passé. Alors que cette série d'Aurel parle du présent. Et moi, je trouvais ça intéressant. Donc, j'en ai écrit un. S'appelait Le suspendu de Conakry. J'ai apporté ça à mon éditeur. Alors, ils ont regardé ça comme une poule regarde un couteau. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, pour me défendre, j'ai dit, c'est une série. Et ils m'ont répondu, il n'y en a qu'un. Vous savez, avec les éditeurs, c'est... Alors, j'ai repris le manuscrit, je l'ai gardé chez moi, et puis j'en ai écrit un deuxième. Et j'aurais rapporté le deuxième. Et là, l'accueil a été plus positif. Ils m'ont dit, c'est une série. J'ai dit, oui, on avait déjà progressé. Et donc, on a publié les deux premiers. Et puis, finalement, je me suis beaucoup amusé en les faisant.
on a trouvé un lectorat qui aime ce personnage, comme moi je l'aime d'ailleurs, qui fait que j'ai continué. J'en ai fait 3, j'en ai fait 4, j'en ai fait 5. Bon. À chaque fois, je vais sur place. Là, le dernier, ça se passe à Acapulco, au Mexique. C'est là dont vous vouliez qu'on parle. Et ben, j'y suis allé pour ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'Acapulco, aujourd'hui, c'est un peu un coupe-gorge. Mais j'y suis allé, et en plus, je suis revenu. C'est-à-dire que ça, c'est que tu n'es pas gagné non plus. Voilà, et à chaque fois, ça porte un éclairage sur un point de la réalité internationale, et j'aime bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse que ça, mais voilà, je fais ça aussi, quoi. Alors, vous écriviez dans l'Avicen, la diplomatie est un art qui requiert une si constante dignité, tant de majesté dans le maintien, tant de calme, qu'elle est fort peu compatible avec la précipitation, l'effort, bref, avec le travail. C'est quelque chose qui s'applique bien à Aurel, finalement, aussi, parce qu'on voit ça paraisse dans notre tâche à Acapulco. Oui, alors c'est sans doute le seul diplomate qui ne travaille pas. J'ai cherché, mais disons qu'il est... Bon, c'est un de mes anciens collaborateurs, pour tout dire. C'est-à-dire que c'est inspiré directement de quelqu'un voilà, qui travaille avec moi. Enfin, le mot travailler est un peu fort, d'ailleurs. Et ça fait partie de ces gens, si vous voulez, qui, moi, me touchent, parce que ce sont des personnes qui, pour des raisons X ou Y, on ne s'intéresse pas au travail pour lequel ils sont payés, mais qui, dans certaines circonstances, c'est le cas d'Aurel, peuvent révéler une grande intelligence, une grande... Je veux dire, c'est un personnage extraordinaire, mais en temps normal, il est un peu en sommeil, ça ne l'intéresse pas. C'est un Roumain d'origine qui a vécu sous la dictature de Ceausescu, partie de son enfance et de sa jeunesse, qui a rêvé de la France à travers les films de Jean Gabin, etc., de l'époque, et puis qui a été racheté, comme ça se faisait à l'époque, par sa famille à l'Ouest, qui est devenu pianiste dans des bars, voilà, et qui, à la suite d'un mariage qui lui a permis d'acquérir la nationalité française, il est devenu diplomate. Et mon collaborateur racontait ça, d'ailleurs, il disait je jouais du piano dans les bars, et un soir, on m'a vomi dessus. Alors j'ai fermé le piano et je suis devenu diplomate. C'est un résumé, si vous voulez, mais qui donne à peu près le ton. C'est-à-dire que c'était ça, sa vie. Et bon, il s'en fichait complètement d'être diplomate. Mais finalement, grâce à lui, je mets en scène ces problèmes consulaires. Vous savez que le rôle du consul, c'est un rôle très, très humain, finalement, hein. C'est le consul, c'est celui qui s'occupe des Français à l'étranger, quand ils perdent leurs papiers, quand ils veulent tout ce qui est visa, tout ce qui est, s'ils se font agresser, voilà. Moi, la première expérience que j'avais eue dans ce domaine, c'était quand j'étais au Brésil. Donc c'était il y a longtemps. Je travaillais dans un consulat général à Recife. Et on avait, alors le consulat général, il était au 9e étage d'un immeuble. Et les Français qui venaient là en vacances, on leur disait, faites attention, vous pouvez vous faire voler sur la plage, etc. Évidemment, ils n'écoutaient pas. Ils se baignaient, et pendant qu'ils se baignaient dans l'eau, on leur piquait toutes leurs affaires. Alors ils arrivaient au consulat en maillot de bain. Et il y avait, pour actionner l'ascenseur, il y avait un handicapé qu'on payait pour faire le liftier, si vous voulez, et qui avait un sens très rigoureux de la tenue vestimentaire et qui leur disait « vous ne pouvez pas monter comme ça dans l'ascenseur ». Ce qui fait que non seulement ils étaient à poil, mais ils faisaient 9 étages à pied, vous voyez, pour aller... voilà. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte, si vous voulez, de la détresse d'un Français, enfin de quelqu'un, d'un voyageur, quel qu'il soit, français ou pas, à quel point on peut être dans des situations de dénuement total. Si vous avez...
Et je n'ai pas cessé de voir des situations comme ça, hein, des situations vraiment dramatiques. Enfin, donc, le fait d'avoir pris comme héros un consul, si vous voulez, me permet de me situer dans ces questions humaines, de disparition, de meurtre, etc. Ce qui fait que là aussi, vous allez me dire que je suis toujours à côté de la plaque, mais finalement, j'ai fait du polar sans décider de faire du polar. J'ai fait raconter des histoires, et il se trouve que ces histoires, étant basées sur des questions liées à une disparition ou à des meurtres, forcément, on les met dans la catégorie de roman policier. Mais ce n'était pas un désir de ma part. Et en tout cas, ce ne sont pas des romans policiers au sens noir. Ce ne sont pas du tout noirs. C'est des livres, au contraire, très ensoleillés, mais effectivement, dont la mécanique est celle du polar. Mais la mécanique du polar, elle est très féconde. Et moi, je la recommande à tous les auteurs, quel que soit le genre qu'ils veulent écrire. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du polar, qui est une école de rigueur, parce que la mécanique d'un roman policier est une mécanique qui ne souffre pas l'imprécision, qui ne souffre pas le flottement, et qui oblige à tendre véritablement son récit vers une fin. Voilà. Donc, je fais ça, mais je vais me remettre au travail. En tout cas, la mécanique du polar pourrait faire l'objet d'une conférence vraiment à part, quoi. Donc, oui, oui. Mais je ne suis pas le mieux placé. Je pense que faut inviter Pierre Lemaitre matin. Mais malheureusement, bon. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Françoise Panetier.